Bonjour et bienvenue sur LCP. À la une, en ce début novembre, l'audition de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui était devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Il est revenu sur les conditions de la libération des deux otages français, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, qui étaient détenus en Iran depuis plus de 3 ans et demi. Ils sont sortis mardi 4 novembre de la sinistre prison d'Evin, où ils étaient retenus pendant 1277 jours dans des conditions inhumaines. Jean-Noël Barrot a exposé les éléments en sa possession concernant cette libération. Rappelons que les deux Français avaient été arrêtés le 7 mai 2022, au dernier jour d'un voyage touristique en Iran, et qu'ils étaient accusés d'espionnage par Téhéran. On va écouter tout de suite le ministre. Lors de ses échanges avec les députés, il est aussi revenu sur le conflit en Ukraine et la guerre tragique qui ravage le Darfour. À tout à l'heure. Je veux me réjouir avec vous, Monsieur le Président, de la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont désormais en sécurité à la résidence de France. Je me suis entretenu avec eux ce matin. Je les ai trouvés en bonne forme, même si ils s'avancent vers une longue convalescence. Et je leur ai témoigné du soutien très important dont ils ont bénéficié de la part des Françaises et des Français, et de la représentation nationale en particulier. Et quant à eux, ils sont tenus à remercier pour leur mobilisation les agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui vont veiller pendant les jours et semaines qui viennent à ce qu'ils puissent se reconstruire progressivement et en tout cas disposer de tout ce dont ils ont besoin. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une étape vers la libération définitive, objectif qui va continuer à nous mobiliser pleinement. J'en profite pour saluer, au-delà des agents du poste à Téhéran, des agents du centre de crise et de soutien, tous ceux qui se sont mobilisés depuis le début de l'année pour que nous puissions obtenir la libération d'Olivier Grondeau au mois de mars, de Lénard Monterlos au mois de octobre. Je n'oublie pas la libération de Théo Clair il y a quelques mois en Azerbaïdjan, et puis plus récemment de nos deux compatriotes dont le retour en France est tant attendu. Vous avez évoqué l'Ukraine, où Vladimir Poutine est en échec, militairement, politiquement comme économiquement. Il n'a pas réussi à conquérir plus d'1% du territoire ukrainien depuis les 1000 derniers jours. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il continue de pilonner les villes de l'arrière. C'est la raison pour laquelle, par des manœuvres hybrides, par des incursions dans l'espace aérien de pays européens, il tente d'intimider ou de détourner l'attention des Européens. Mais tout cela produit le résultat inverse, puisque la détermination des Européens continue à s'accroître pour soutenir l'Ukraine, dissuader la Russie de Vladimir Poutine et préparer la paix. Soutenir l'Ukraine avec les annonces récentes du président de la République que les livraisons de missiles Aster et de Mirage allaient se poursuivre. Et puis à l'échelle européenne avec ce prêt de réparation qui devrait pouvoir permettre, lorsque les pays européens se seront accordés sur ces termes, de prémunir l'Ukraine contre les difficultés financières pour au moins 2 ou 3 ans. Alors on espère qu'ils n'en auront pas besoin, mais ça sera évidemment un point d'inflexion dans le conflit, puisque vous voyez bien que on est depuis le début dans une situation où on a le sentiment que la Russie a un peu plus de réserve que l'Ukraine, et que c'est au fond cela qui condamne l'Ukraine par avance à perdre la guerre. Avec ce prêt de réparation, la situation sera, si je puis dire, inversée. Pression sur la Russie avec les 2 derniers paquets de sanctions, le 19e et le 20e, auxquels nous, Quai d'Orsay, avons très largement contribué, avec des désignations des principales entreprises russes, et avec, c'était le 18e et le 19e, pour le 19e paquet, une adoption quasi simultanée avec l'annonce des sanctions américaines qui, elles aussi, visent des grandes entreprises pétrolières, et en particulier Rosneft, que nous visions, et Lukoil, qui ne fait pas partie du 19e paquet. Si vous prenez les entreprises pétrolières ciblées par les sanctions européennes et américaines, vous couvrez une immense majorité du pétrole russe. Mais évidemment, les paquets de sanctions ne s'arrêtent pas là. Et puis, comme vous le savez, on a monté d'un cran
dans la lutte contre ce qu'on appelle la flotte fantôme, c'est-à-dire les navires que la Russie utilise pour contourner les sanctions, avec, je dirais, des manœuvres plus assertives et notamment un arraisonnement dans les eaux françaises d'un navire de la flotte fantôme. Évidemment, il y a eu désigné au titre de régime de sanctions, c'est bien, arraisonner avec l'appui de moyens militaires, c'est encore mieux si l'on veut dissuader ces comportements. Et puis préparer la paix, puisque vous le savez, cette coalition des volontaires que la France, avec le Royaume-Uni, a rassemblée pour préparer les garanties de sécurité qui, le moment venu, viendront assurer que l'Ukraine ne sera plus agressée à l'avenir. Eh bien, cette coalition des volontaires, elle a une traduction très concrète, puisqu'elle a un quartier général qui se situe au Mont-Valérien, avec des représentants des pays de cette coalition. Alors pour l'instant, évidemment, elle n'agit pas puisqu'on n'en est pas encore au cessez-le-feu, mais lorsque nous parviendrons au cessez-le-feu, ce à quoi nous voulons contraindre Vladimir Poutine, elle pourra, dans le cadre d'un traité de paix, se déployer pour que la paix soit durable. J'en viens au Proche et au Moyen-Orient. À Gaza, l'initiative que nous avons portée avec l'Arabie Saoudite a ouvert la voie au plan de paix du président Trump. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à le lire, le plan de paix du président Trump, et vous y retrouverez des références à cette initiative franco-saoudienne. Il faut reconnaître que les États-Unis ont joint les actes à la parole, puisque au lendemain de la signature de ce plan de paix présenté à Sharm el-Sheikh, plusieurs centaines d'officiers américains ont été déployés en Israël dans un bâtiment dédié à ce centre militaro-civil de coordination, au sein duquel se trouvent 3 officiers français. D'autres les rejoindront prochainement, avec pour mission de mettre en œuvre ce plan de paix. Bon, je ne veux pas réouvrir cette discussion. Chacun connaît ici les convictions qui sont celles de la France pour garantir la réussite d'un tel plan de paix, et en particulier le lien avec l'autorité palestinienne qui doit être réformée pour être en mesure d'exercer pleinement ses responsabilités à l'avenir. Bien sûr, les principes de non-annexion de la Cisjordanie comme de Gaza, le désarmement du Hamas, son exclusion de la gouvernance sous toute forme que ce soit. Puis vous avez évoqué l'Iran. Il est vrai que j'en avais parlé lors de notre dernière audition. Nous avons pendant tout l'été consacré un temps important à cette question, puisque nous arrivions au 28 septembre à l'expiration, si l'on peut dire, de la 10e année de l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été trouvé en 2015 entre l'Iran et ses partenaires, ou en tout cas dont la France faisait partie. Nous avons proposé à l'Iran de consentir à des gestes, à des mesures de confiance pour que nous puissions de notre côté proposer un report de l'application des sanctions au terme ou en vertu du mécanisme de snapback, de réapplication des sanctions. Nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord avec l'Iran, et donc à la fin du mois de septembre, nous avons, avec nos alliés britanniques et allemands, décidé de réappliquer ces sanctions. Ces sanctions, ce sont des embargos des Nations Unies qui avaient été levés il y a 10 ans sur les armes, sur les banques et les assurances et sur les équipements nucléaires. J'en viens au Soudan, où une guerre ravage le pays depuis 2 ans et demi avec des conséquences humanitaires gravissimes. C'est la crise humanitaire la plus grave du monde, et les événements récents avec la chute d'El-Fasher ont aggravé la situation plus encore. On a entendu les chiffres, plusieurs questions d'actualité au gouvernement ont été posées sur ce sujet. 2000 personnes auraient été exécutées froidement, 460 personnes auraient été tuées dans un assaut mené par les forces de soutien rapide contre la maternité de l'hôpital saoudien d'El-Fasher, et les forces de soutien rapide poursuivent leur offensive vers le nord du Darfour, ce qui fait craindre
une extension de ces atrocités à caractère ethnique. Pour ce qui nous concerne, et contrairement à ce que j'ai pu entendre dans la tonalité de certaines questions, nous ne sommes pas restés les bras ballants, puisque dès le premier anniversaire, triste anniversaire de cette guerre, le 15 avril 2024, c'est la France qui a organisé la première conférence humanitaire sur le sujet. Nous avons co-organisé la deuxième qui s'est tenue pour le deuxième triste anniversaire de ce conflit à Londres. Et à Londres, la déclaration politique qui accompagnait la levée de fonds n'a pas pu être signée, faute d'un accord, notamment entre les pays de la région qui, comme vous le savez, pour certains, soutiennent une partie ou l'autre dans le conflit. Ce qui s'est passé cet été, et qui est plutôt positif, c'est que réunissant les parties tierces au conflit, les États-Unis sont parvenus à les accorder sur une position commune, sur une déclaration commune, ce que nous n'étions pas parvenus à faire à Londres. Et donc sur le plan politique, nous avons un point de départ qui est cette déclaration commune sur laquelle l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et les États-Unis se sont accordés. Il faut accélérer ce travail politique pour ne plus laisser aucune justification, aucune excuse ni aux belligérants ni aux parties tierces au conflit. Et pour aller un peu plus loin dans la réponse aux questions qui ont pu m'être posées ces derniers jours, nous avons pris des sanctions par 3 fois au niveau européen et nous avons soutenu des sanctions prises contre certains officiers, notamment des forces de soutien rapide, celles qui ont mené l'assaut contre El Fasher aux Nations Unies. Au Sahel, sans rentrer dans le commentaire de la situation, ce que je suis bien obligé de constater, c'est que la Russie, qui nous annonçait qu'elle allait faire reculer le terrorisme au Sahel, est en échec complet. Puisque le terrorisme n'a sans doute jamais été aussi prospère au Sahel qu'il ne l'est aujourd'hui, malgré l'investissement considérable de la Russie ou de forces de sécurité russes dans la région. Et puis à Madagascar, le président de la refondation de la République a été investi le 17 octobre, un nouveau Premier ministre a été nommé le 20 octobre et un nouveau gouvernement a été annoncé la semaine dernière, le 28 octobre. La transition se poursuit, la France en a pris acte en étant représentée lors de la prestation de serment du président de la refondation par notre ambassadeur sur place. La pleine association de civils issus de différentes mouvances politiques, de la société civile dans le gouvernement est un signal encourageant. Donc le dialogue va continuer à primer pour que la transition aboutisse à une solution durable et apaisée dans l'intérêt de la population. Et puis vous le savez, la sécurité de nos compatriotes, qui sont plusieurs dizaines de milliers à Madagascar, et la stabilité de la région demeurent notre priorité. Et à ce titre, je remercie vivement les agents de notre ambassade, de notre consulat général, pour leur mobilisation dans les temps récents qui ont été, disons, pour certains d'entre eux, particulièrement exigeants. J'en viens maintenant aux initiatives que nous avons portées depuis notre dernière audition. Notre dernière audition, elle s'est tenue juste après le sommet ou la conférence de Nice pour l'océan. Vous vous souvenez qu'on avait atteint plus de 50 ratifications sur le traité sur la haute mer, le traité BBNJ. On a obtenu la 60e, celle du Maroc, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, 3e semaine de septembre, ce qui, avec 60 ratifications, nous permet au traité d'entrer en vigueur d'ici la fin de l'année et à la première conférence des parties, à la première COP Océan, de se tenir l'année prochaine en 2026. Ensuite, je l'évoquais tout à l'heure, le 22 septembre, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons co-présidé avec l'Arabie saoudite une conférence sur la solution à 2 États qui a permis d'initier une dynamique inédite de reconnaissance de l'État de Palestine d'un côté, mais de dénonciation et de condamnation du Hamas par les pays arabes de l'autre, assortie d'une expression claire de l'aspiration des pays de la région à établir des relations normalisées avec Israël et à s'insérer aux côtés d'Israël et du futur État de Palestine dans une organisation régionale commune comme il en existe en Europe ou en Asie. La déclaration de New York est le fruit de ce travail d'1 an que nous avons mené avec l'Arabie saoudite, d'abord avec un petit noyau qui s'est élargi ensuite, a été adopté à l'écrasante majorité des pays des Nations Unies le 12 septembre dernier avec 142 États et a pesé dans la conception du plan de paix qui en reprend un certain nombre de principes et d'une certaine manière nous sommes très satisfaits que de toutes ces initiatives le président Trump
ait extrait, ou en tout cas ait consolidé un plan qui est aujourd'hui celui qui doit nous permettre d'œuvrer collectivement au retour de la paix et de la stabilité dans la région. Je mentionne une initiative importante que nous avons prise en Afrique, puisque le président était avec moi au Nigeria, où nous sommes allés à Abuja, puis à Lagos, où nous avons organisé Création Africa, la deuxième édition de Création Africa. Création Africa, qui s'était tenue une première fois à la Gaîté Lyrique il y a 2 ans, c'est tout simplement le plus grand forum consacré aux industries culturelles et créatives d'Afrique. Nous avons, avec le soutien de nos postes, permis à des talents de la bande dessinée numérique, des mini-séries, du design numérique et d'autres industries culturelles et créatives émergentes, issus de 42 pays d'Afrique, de se retrouver à Lagos, qui est une capitale, ou qui est sans doute la capitale des industries culturelles et créatives en Afrique, pour un forum où est rencontré les entreprises françaises, les créateurs français, mais aussi les collègues africains, pour un moment qui a, à mon sens, incarné pleinement l'agenda transformé de relations de la France avec les pays africains, qui repose sur des intérêts mutuels. Les entreprises françaises vont rencontrer les créateurs africains qui vont peut-être demain, avec lesquels elles vont peut-être demain coopérer pour valoriser leur marque. Les créateurs africains se rencontrent eux-mêmes, voient dans la France, avec ce forum, avec la Maison des mondes africains que nous avons inauguré, une sorte d'incubateur accélérateur de leurs activités, de leurs talents. Tout le monde s'y retrouve. Partenariat d'égal à égal, c'est notre ambition. Un mot sur la conférence sur les diplomaties féministes, et je remercie à nouveau la participation des parlementaires à chacune de ces initiatives que nous avons portées, celle-là mais les autres également. C'était la 4e édition, c'était le 22 et le 23 octobre. On a eu une participation record, 500 présents, 55 délégations, 27 représentants des pays en développement. Donc c'est pas la diplomatie féministe, c'est pas une marotte des pays du Nord. En fait, il y a autant de pays du Sud que de pays du Nord qui travaillent ensemble. Et surtout, c'est la première fois, on a obtenu une déclaration commune endossée par 31 pays qui est assez ambitieuse en matière de, je dirais, de langage diplomatique, et qui a vocation donc à irriguer ensuite des textes à un moment où la question du genre fait l'objet d'offensives très fortes. Un mot sur le Forum de Paris sur la paix, qui a tenu sa 8e édition les 29 et 30 octobre, et qui a montré la capacité de ce forum, qui est assez singulier sur le circuit des conférences internationales que beaucoup d'entre vous fréquentent, à attirer à la fois des figures des pays du Sud, mais aussi à s'intéresser aux crises oubliées, les crises que certaines grandes conférences ou que les Nations Unies peut-être traitent de manière un peu secondaire. On a vu notamment la présidence tripartite de la Bosnie se réunir à Paris autour du président de la République. On a vu certains des leaders africains de la région des Grands Lacs, puisque en parallèle de ce forum de Paris sur la paix, s'est tenue à Paris la conférence sur le soutien à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs le 30 octobre, que nous avons co-présidé avec le Togo, avec 70 pays représentés, avec 3 objectifs: faire entendre la voix des agences des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des travailleurs humanitaires, pour qu'ils décrivent leur perception de la situation, dans un moment où, vous le savez, chacune des parties au conflit tend à présenter la situation sous le prisme qui est le sien. Deuxième objectif, mobiliser des financements. Plus d'1 milliard d'euros d'aide ont été réunis à cette occasion. Troisième objectif, ouvrir les corridors humanitaires, et en particulier débloquer l'aéroport de Goma, qui, dans l'est de la République démocratique de Congo, est aujourd'hui fermé et constitue aujourd'hui un verrou pour la distribution de l'aide humanitaire. Donc on a progressé sur tous ces champs, et je dois vous dire que j'ai été sidéré, voire choqué, par, je l'ai dit tout à l'heure dans une réponse à une question au gouvernement, par les critiques dont cette conférence a fait l'objet. Comme si la France devait avoir honte de se trouver face à l'une des crises majeures, la deuxième crise humanitaire la plus grave du monde, à se trouver en situation de mobiliser la communauté internationale pour mobiliser des financements, alors que les gens non seulement meurent dans l'est de la RDC, mais la situation sanitaire est si dégradée qu'on voit le risque ressurgir d'Ebola et du VIH. Alors, vous pouvez
vous pouvez vous dire que tout ça, c'est pas à la France de le faire, mais il ne faudra pas s'étonner quand vous assisterez à d'immenses vagues migratoires qui déferleront parce que des populations entières fuiront les exactions et les persécutions, et surtout quand les pandémies ne connaissent pas les frontières. Il n'y a pas de visa pour les pandémies. Et donc, il ne faudra pas s'étonner si un jour la France devait renoncer à cette responsabilité que lui a confiée la communauté internationale lors de la fondation des Nations Unies, une responsabilité particulière vis-à-vis de la paix et de la sécurité du monde. Si elle renonçait à l'exercer, non seulement elle trahirait cette responsabilité que lui a confiée la communauté internationale, mais en plus elle trahirait ses propres intérêts. Parce que l'insécurité en Afrique finit d'une manière ou d'une autre par se répercuter dans notre pays. Voilà, et puis 3 mots sur les 3 sujets sur lesquels je souhaite mettre l'accent ces prochaines semaines et prochains mois, toujours avec à l'esprit de rapprocher les Français de leur diplomatie et de montrer l'impact de l'action internationale sur le quotidien de nos compatriotes. Premier élément, la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée. J'aurai l'occasion dans les prochaines heures et jours de présenter un plan d'action très ambitieux pour que le Quai d'Orsay, qui est en première ligne de par la coopération que nous entretenons avec les pays de production, de transit et de rebond, vienne traiter ce fléau à la racine. Autre sujet qui va nous mobiliser, c'est celui des mobilités et de la lutte contre l'immigration irrégulière, en coordination étroite avec le ministère de l'Intérieur, avec lequel nous voulons faire avancer un certain nombre de sujets dont vous savez, certains d'entre vous, pour connaître parfaitement ces sujets, qu'ils sont perfectibles. Je pense en particulier à la question des visas, qui fait l'objet d'une tutelle, d'une partagée entre nos 2 ministères et qui suppose donc une coordination d'autant plus forte. Et puis 3e sujet, c'est celui de la sécurité économique qui fait écho aux propos du président qui évoquait les décisions récentes de la Chine avec des licences d'exportation sur ces terres rares dont elle maîtrise non seulement une grande partie des réserves, mais l'essentiel, 90%, des capacités de raffinage. C'est un réveil, ou en tout cas c'est un réveil européen dont nous avons besoin pour préserver nos intérêts, éviter ou dissuader les tentatives de coercition, et puis accompagner nos entreprises, comme nous le faisons depuis 10 ans avec la diplomatie économique dans la conquête de nouveaux marchés, bien sûr, mais désormais dans la conquête de nouveaux approvisionnements, ou en tout cas d'approvisionnements plus sûrs. Donc sur ces 3 sujets, lutte contre le narcotrafic, la question de l'immigration en lien avec le ministère de l'Intérieur, et puis le sujet de la sécurité économique, nous allons être force de proposition, et au-delà de ça, être force d'action, parce que c'est en partie à l'international que se joue la réponse à ces grands enjeux. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour avoir non seulement fait un tour d'horizon des différents conflits et sujets sur lesquels vous-même et votre ministère se mobilisez, mais également avoir pointé les priorités qui sont les vôtres dans les prochains mois et qui concernent complètement l'influence et la sécurité de la France. Je vais tout de suite donner la parole aux membres des groupes, aux porte-parole des groupes. Le premier, pour le Rassemblement national, M. Michel Guignot se prépare, Mme Marie-Ange Rousselot et Mme Nadège Amamongoli. Je vous demanderai de rester quand même dans un format de 2 minutes 30. Je serai assez vigilant aujourd'hui sur ce sujet-là. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, nous saluons bien sûr la libération des otages français en Iran et nous remercions le travail de la diplomatie française. On espère que tout ça se terminera très bien et très rapidement. Le 29 octobre, au Royaume-Uni, un mort et 2 blessés dans une attaque au couteau près de Londres, le suspect inculpé. Le 30 octobre, en Allemagne, un Afghan qui a poignardé des enfants internés en psychiatrie. Le 1er novembre, à Paris, un Afghan de 20 ans mis en examen et écroué pour association de malfaiteurs terroristes. C'est une semaine ordinaire en Europe. J'ai eu l'occasion, pas plus tard qu'hier, de participer à l'audition du directeur général de l'Office français d'immigration et de l'intégration, audition extrêmement intéressante. Et dans ce prolongement, je souhaitais vous interroger sur la politique du gouvernement à l'encontre donc des Afghans. Je sais que le sujet est complexe, car demander les visas consulaires pour envoyer des Afghans chez eux reviendrait à donner une légitimité étatique au régime des talibans. Mais les garder chez nous, c'est prendre le risque, même 1% des 120 000 Afghans présents sur notre
notre sol soit hors de contrôle et parfois dangereux. Monsieur le ministre, dans le respect de la ligne diplomatique française, quel protocole peut développer pour procéder à des retours groupés avec nos partenaires européens afin d'éloigner de notre société des individus radicalisés et dangereux dans ces cas précis? De même, le régime taliban lutte activement et concrètement contre l'État islamique en Afghanistan, ce qui fait qu'une fraction des Afghans qui demandent l'asile dans notre pays sont issus de ces rangs, de ces troupes, et viennent avec un esprit plein de haine envers notre civilisation chrétienne occidentale. Monsieur le ministre, quels sont les moyens mis en place pour s'assurer que les individus qui demandent l'asile sur notre sol ne sont pas de dangereux fugitifs ou des radicaux sous couverture? Enfin, monsieur le ministre, par extension du problème épineux de l'Afghanistan, pourriez-vous nous indiquer quels sont les pays avec lesquels des négociations actives sont engagées pour reprendre leurs ressortissants dont la justice française a estimé qu'ils ne devaient pas être sur notre sol ou ne plus y rester en tout cas? En particulier la Guinée, la République démocratique du Congo, l'Érythrée, l'Iran et bien évidemment l'Algérie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, vous soulevez une question importante, qui est celle de la réadmission des ressortissants afghans qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire français et qui est rendu difficile par l'absence de relations avec les talibans. Comme vous l'avez justement souligné, entrer dans une coopération ouverte avec l'Afghanistan à ce sujet reviendrait à reconnaître le régime des talibans, ce qui n'est pas sans conséquence. D'autant que vous connaissez la situation des femmes et des filles dans ce pays qui nous indigne collectivement, qui mobilise un certain nombre de parlementaires et que nous condamnons comme une politique de ségrégation fondée sur le genre, bien que nous poursuivions évidemment notre soutien humanitaire ou soutien aux organisations non gouvernementales qui leur apportent un soutien. Donc c'est un sujet auquel nous réfléchissons. Et ça fait partie des questions que nous allons aborder très directement avec le ministre de l'Intérieur dans ce dialogue que j'évoquais à l'instant et qui doit nous conduire dans les prochaines semaines, et je l'espère vivement avant la fin de l'année, à tenir un conseil stratégique des migrations qui va justement porter sur les deux volets de votre question, enfin l'Afghanistan et puis ensuite les autres pays avec lesquels nous gagnerions à renforcer notre coopération. Je tiens à souligner que s'agissant des accords de réadmission, nous en avons dans les 12 derniers mois signé 3. Il y a le Kazakhstan, il y a l'Ouzbékistan, il y en a un troisième, je ne l'ai plus à l'esprit, mais je pourrais vous le retrouver, ce qui est un record de vitesse par rapport à des temps plus anciens. Ensuite, la méthode que nous avons adoptée quant à nous, c'est que au début d'année dernière, on a interrogé le ministère de l'Intérieur sur les pays avec lesquels les difficultés de réadmission sont les plus importantes. Nous avons retenu les 20 principaux. Nous avons sollicité les postes, les ambassades pour qu'elles identifient l'ensemble des moyens et des leviers dans la coopération que nous pourrions activer. Et nous allons faire le point. Dans certains cas, des accords de réadmission seront nécessaires. Dans d'autres, nous activerons d'autres moyens, mais nous allons avancer dans ce sens. Et puis, au fur et à mesure, la coopération, la coordination entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères se resserrant. Et bien, j'espère que nous pourrons obtenir des résultats et faire évoluer la liste des pays sur lesquels nous souhaitons obtenir des résultats. La parole à présent pour Ensemble pour la République à Madame Marie-Ange Rousselot. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi également de saluer l'excellente nouvelle de la libération de Cécile Collaert et Jacques Paris. Je tiens à souligner ici le travail remarquable de l'ensemble des acteurs et agents de la diplomatie française et exprimer tout mon soutien aux efforts menés pour que nos compatriotes rentrent le plus rapidement possible en France auprès de leurs familles.
À travers votre propos, vous êtes revenu avec justesse sur les conflits et tensions géopolitiques qui traversent le monde. La guerre commerciale et plus généralement la crise profonde de la coopération internationale que l'on mesure particulièrement à Genève, berceau historique du multilatéralisme qui se trouve dans ma circonscription. Ces tensions gagnent désormais des domaines particulièrement sensibles tels que la coopération sanitaire mondiale, qui est devenue un champ d'influence et de confrontation idéologique. Depuis 2 ans, les États-Unis connaissent une véritable dérive antiscientifique sans précédent. Sous l'impulsion du président Trump et de son ministre de la Santé, la désinformation est devenue un instrument de pouvoir utilisé à des fins politiques et idéologiques. En septembre dernier, Trump affirmait par exemple que la prise de paracétamol pendant la grossesse provoquerait l'autisme chez l'enfant. Une déclaration totalement infondée, immédiatement démentie par l'OMS et l'Agence européenne, mais incessamment relayée sur les réseaux sociaux. Ce type de discours institutionnel répété joue sur la peur, la confusion et alimente la défiance envers les vaccins, la médecine et la science. Ce phénomène que l'OMS qualifie d'infodémie a des conséquences sanitaires très concrètes. Aux États-Unis, la couverture vaccinale des plus jeunes est tombée en dessous du seuil nécessaire pour prévenir les pandémies. La rougeole y fait son grand retour et avec plusieurs décès d'enfants. D'autres maladies qu'on croyait disparues depuis des décennies de progrès médicaux et scientifiques réapparaissent également. Dans un monde interconnecté, vous l'avez souligné, les virus, comme la désinformation, circulent sans frontières. En Europe, les mouvements anti-vax et obscurantistes, dont l'emprise a explosé depuis la pandémie de Covid et inspiré du discours américain, ne cessent de fragiliser nos campagnes de prévention et la confiance des Français dans les pouvoirs publics. Cette dérive informationnelle s'accompagne également d'un désengagement profond. En janvier 2025, les États-Unis ont annoncé quitter l'OMS. À cela s'ajoute le gel des financements de l'UCED et de manière plus générale, une forte réduction des contributions américaines à plusieurs organisations de santé globale, telles que Gavi, l'Agence du vaccin, ou encore le Global Fund, qui lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ces décisions fragilisent les systèmes de santé les plus vulnérables et affaiblissent aussi la coopération scientifique mondiale. Partout, les conséquences de ces dérives se comptent en vies humaines. Monsieur le ministre, face au désengagement américain de la gouvernance mondiale de la santé et face à la désinformation, comment la France agit-elle pour défendre la vérité scientifique et la santé comme bien commun de l'humanité? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Comme bien commun de l'humanité et puis comme capacité à vivre ici aussi chez nous. On est aussi menacé ici directement en France. Merci, monsieur le président. Madame la députée, je suis très honoré d'avoir à répondre à une question au moment où vous vous apprêtez, temporairement je l'espère, à quitter l'Assemblée nationale pour céder place à Marc Ferracci. Je vous remercie pour votre question qui est évidemment très pertinente et qui va être au cœur des priorités de la France l'année prochaine lorsqu'elle présidera le G7 pendant 12 mois, avant que les États-Unis ne prennent à leur tour la présidence du G7. L'ambition portée par le président de la République, c'est de placer au cœur des discussions les grands déséquilibres et d'y inclure la question des partenariats internationaux et de la solidarité internationale, notamment en matière de santé, où nous avons bon espoir, en quelque sorte, de faire, après des décisions très brutales et qui ont impacté, je le sais, un certain nombre de personnel dans les agences, notamment celles qui sont à Genève ou à Lyon. Mais nous sentons de la part des États-Unis une ouverture à ce que, ou en tout cas une compréhension, que le sujet de la santé mondiale ne peut être traité que sous l'angle multilatéral. Ensuite, sur la désinformation, bon, on continuera d'agir, mais vous comprendrez que la priorité du Quai d'Orsay, en tout cas dans ce moment de raréfaction des moyens, va être plus généralement de développer une force de frappe dans le champ des perceptions, dans le champ informationnel. Et depuis ces derniers mois, ça fait plusieurs fois que j'en parle ici devant la Commission, nous commençons à voir les choses évoluer et se transformer au sein du ministère. Avec d'abord des capacités de veille, puisque nous nous sommes dotés de capacités d'analyse en temps réel des réseaux sociaux. Et en 2026, si nous disposons des crédits nécessaires, nous prévoyons d'équiper entre 20 et 30 postes diplomatiques d'outils d'analyse pour analyser leur environnement. Parce que vous le savez, quand une attaque vise la France pour la dévitaliser, le plus rapidement vous agissez, le plus de chances vous avez d'y parvenir. Ensuite, la riposte. Nous avons changé de notre posture. Vous avez peut-être vu apparaître le compte French Response que nous utilisons pour répondre en quelque sorte à des attaques lorsqu'elles interviennent. Ce compte
qui n'est que le début, et qui pour l'instant est géré de manière manuelle, mais tout ça va évoluer au fil des semaines, ce compte a d'ores et déjà produit des résultats. Puisque lorsqu'une fausse nouvelle est diffusée sur un réseau social, mais que French Response, qui n'est pas le compte du ministère, mais qui est un compte affilié au ministère, la décrédibilise, vous avez beaucoup moins de grands comptes qui reprennent la nouvelle considérant qu'elle est fausse ou qu'il y a un risque élevé qu'elle soit fausse. Et puis enfin, il y a les campagnes que nous menons, et s'agissant des sujets que vous évoquiez en creux, qui sont ceux de la liberté d'expression, nous avons lancé en juillet une campagne sur la liberté d'expression et la liberté telle que nous la portons en Europe, adossée à une régulation des réseaux sociaux pour protéger notre débat démocratique. Et donc, nous voulons que le Quai d'Orsay, chef de file de la politique d'influence et de communication, de portage de la voix de la France, se donne les moyens de ses ambitions. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons entendre maintenant pour la France Insoumise Monsieur Aurélien Taché, et puis nous entendrons Monsieur Stéphane Ablot, Monsieur Michel Barnier et Madame Sabrina Sebaï. Monsieur Taché. Merci. Monsieur le ministre, le président Fuchs l'a dit, le sommet UE-Chine n'a rien donné. Sans doute parce que Madame von der Leyen considère la relation avec la Chine comme une variable d'ajustement dans la relation avec les États-Unis. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais lundi se tenait un autre sommet, celui de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, où le président chinois Xi Jinping a proposé la création d'une organisation mondiale de coopération sur l'intelligence artificielle afin de fixer les règles et cadres mondiaux dans ce domaine. La noosphère, qui correspond en réalité aujourd'hui à l'ensemble du savoir humain numérisé et à son maniement intelligent, est un bien commun de l'humanité qu'il faut préserver des monopoles privés nationaux. Les droits d'auteur sont d'ailleurs déjà massivement violés par les géants du numérique, en particulier américains, et l'IA Act adopté au niveau européen ne les protège en rien. C'est d'ailleurs bientôt l'ensemble des activités culturelles et éducatives qui seront affectées par l'IA, et pourtant le sommet de Paris qui s'est tenu en début d'année s'est bien gardé d'aborder cette question. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Quelle est la position de la France sur cette proposition faite par la Chine d'une organisation mondiale de coopération sur l'intelligence artificielle? Soutiendra-t-elle une gouvernance mondiale partagée, ou s'inscrira-t-elle dans une stratégie exclusivement occidentale au bénéfice d'acteurs privés qui pillent déjà nos données? Je voudrais aussi vous parler des élections présidentielles qui viennent de se tenir en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Au Cameroun d'abord, l'élection du 12 octobre de Maurice Katmo, seul opposant réel à Paul Biya, qui je le rappelle a 92 ans et est au pouvoir depuis 1984, a été écarté, devait mécaniquement conduire à sa 8e réélection. Mais la candidature d'Issa Chiroma Bakary, ancien pilier du régime qui revendique aujourd'hui la victoire, a constitué une première rupture et un signe évident d'effritement du régime. Des troubles ont éclaté depuis, une dizaine de morts, une centaine de blessés. Quelle est la position, Monsieur le ministre, de la France sur cette situation? Reconnaît-elle d'abord le résultat de ces élections? Nous considérons pour notre part que son devoir est d'exprimer sa solidarité envers le peuple camerounais et de faire tout ce qu'elle peut pour empêcher sa répression. En Côte d'Ivoire, l'élection là aussi gagnée d'avance d'Alassane Ouattara, puisque tous ses principaux opposants avaient été écartés, fait craindre un cycle de violence. Alors que le Conseil constitutionnel ivoirien proclamait hier sa victoire et qu'Emmanuel Macron s'empressait de le féliciter, une vague de répression s'abat déjà sur l'opposition. Tout l'état-major du PPACI, parti de Laurent Gbagbo, a été convoqué devant la police. Et on parle déjà de centaines d'arrestations depuis hier. Monsieur le ministre, vous le savez, la responsabilité de la France dans l'accession et le maintien au pouvoir d'Alassane Ouattara est énorme. Faut-il que je rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui, en 2011, a fait bombarder le palais présidentiel au prétexte d'exactions de Laurent Gbagbo que la Cour pénale internationale a totalement innocenté depuis. Qu'après ce coup de force de l'ancien président de la République française pour porter Ouattara au pouvoir, Emmanuel Macron n'a pas eu un mot quand il a violé la Constitution pour s'octroyer un 3e mandat et un 4e aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre, condamnez-vous clairement ces agissements et cette répression? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, le sommet sur l'intelligence artificielle n'était pas, qui s'est tenu à Paris, le 2e sommet mondial sur la question, n'était pas un sommet occidental. D'ailleurs, la Chine a été invitée et était représentée au plus haut niveau. Les participants à ce sommet venaient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et c'est précisément la manière dont la France conçoit, je parlais du Forum de Paris sur la paix tout à l'heure, mais les initiatives qu'elle porte, c'est-à-dire de faire levier de sa capacité à être à la jonction, au carrefour des pays du Nord et des pays du Sud. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là que nous préparons aussi la présidence du G7. Et donc, sur l'intelligence artificielle, parce que nous avons porté d'abord le partenariat mondial sur l'intelligence artificielle, pareil, initiative Nord-Sud. Ensuite, le sommet mondial sur l'IA, initiative Nord-Sud. Je m'étonne un peu que vous me présentiez comme si c'était la
je dirais, la solution la plus évidente, la plus naturelle, cette initiative chinoise, alors même que la Chine a été invitée à participer à certaines des initiatives que nous avons portées et qui étaient évidemment empreinte de notre vision des choses. Et s'agissant des grandes plateformes de réseaux sociaux, je vous rappelle qu'elles sont, c'est vrai, elles ont des règles qui sont régies qui sont fixées par des milliardaires américains, mais aussi des milliardaires chinois. Et dans le cas récent où une élection présidentielle dans l'Union européenne a dû être annulée, c'est parce que l'élection ou la campagne avait été manipulée à grande échelle par des agents russes, mais s'appuyant sur une plateforme de réseaux sociaux qui n'est pas américaine, mais chinoise. S'agissant du Cameroun, vous l'avez rappelé, l'élection présidentielle s'est tenue le 12 octobre. Le scrutin a vu s'opposer le président sortant Paul Biya et 11 autres candidats. Les résultats officiels ont été proclamés le 27 octobre par le Conseil constitutionnel. Vous avez rappelé ces résultats. Le président sortant a été réélu pour un 8e mandat avec 53,7% des voix. Il devance le principal opposant, Issa Chiroma Bakary, qui a obtenu 35,2% des voix. Monsieur Bakary et ses soutiens continuent de revendiquer la victoire, dénoncent des fraudes électorales massives. Nous avons exprimé notre préoccupation vis-à-vis des tensions post-électorales et la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours et qui ont conduit à plusieurs décès. Nous appelons les autorités camerounaises à garantir la sécurité, l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais. Nous appelons tous les acteurs à la retenue et à un dialogue constructif permettant de ramener paix, sécurité et sérénité au peuple camerounais. Il nous paraît essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit soient scrupuleusement respectés et que toute personne détenue arbitrairement depuis le début du processus électoral soit libérée. Puis enfin, comme toujours, la sécurité de nos compatriotes est au cœur de nos préoccupations. L'ambassade de France à Yaoundé, le consulat général à Douala sont pleinement mobilisés et suivent avec la plus grande attention la situation de nos concitoyens. S'agissant de la Côte d'Ivoire, la France, qui entretient avec ce pays une relation de qualité structurée autour d'une coopération dense, a suivi avec attention ces élections et maintenu un dialogue suivi avec l'ensemble des forces politiques ivoiriennes ainsi qu'avec la société civile de ce pays ami. Elle a rappelé son attachement au principe d'élections libres, apaisées et inclusives, sans ingérence ni indifférence. Nous attendons la publication des résultats définitifs par les institutions ivoiriennes compétentes. La France sera à l'écoute des priorités des autorités élues et travaillera à maintenir un partenariat dynamique avec la Côte d'Ivoire conforme aux intérêts des deux pays. La France félicite le président Alassane Ouattara pour sa réélection et lui adresse ses meilleurs vœux de succès dans sa mission. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole à présent à Monsieur Stéphane Ablot. Prenez la main, je vous la donne. Vas-y. Monsieur le Ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, en parlant du Soudan, ce pays traverse la pire crise humanitaire au monde, avec 30 millions d'individus qui ont besoin d'une aide d'urgence. Il s'agit des 2/3 de la population. Il y a également 13 millions de personnes dans ce pays qui ont été déplacées de force en l'espace de 2 ans, depuis 2023. Qui plus est, le pays connaît une guerre fratricide. Donc sans rentrer dans les détails, vous maîtrisez le sujet mieux que nous et vous savez que ce contexte est particulier, donc notamment pour faire respecter l'embargo sur les armes, vous en avez parlé, pour tenir les engagements en matière d'aide humanitaire, parce que ce pays en a réellement besoin. Les organisations internationales parlent de 2 milliards d'euros, dont la moitié proviendrait des aides européennes, mais quelle enveloppe prévoir aussi au niveau français pour aider les organisations de l'ONU ou pour les organisations non gouvernementales, puisqu'on sait que le contexte budgétaire en France est contraint. Ici, on a évoqué donc ce budget avec des amputations sur l'aide internationale. Donc comment pour nous rassurer pour être efficace dans ces engagements et les tenir? Merci. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député. Merci de soulever à votre tour la question du Soudan, crise humanitaire la plus grave du monde. Vous avez rappelé quelques-uns des chiffres. J'évoquais tout à l'heure la chute d'El-Fasher, les atrocités à caractère ethnique que l'on constate. Depuis le début de la guerre, la France a consacré au Soudan une partie importante de ses crédits humanitaires. 200 millions d'euros au total et pour cette année, 41 millions d'euros. On l'a fait pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, on l'a fait aussi puisqu'on a voulu mobiliser la communauté internationale. Mais il est vrai que les efforts budgétaires qui nous ont été demandés, évidemment, vont contraindre notre
au sens large, notre capacité à nous déployer sur le plan humanitaire dans les années qui viennent. J'appelle d'ailleurs les uns et les autres, alors que les crédits de la mission aide publique au développement et action extérieure de l'État, puisqu'il y a plusieurs enveloppes qui sont concernées, mais à veiller dans les propositions qu'ils font, à tenir compte du fait que l'humanitaire est un levier très important de l'action extérieure de la France, et que si nous voulons, les crises n'allant pas décrescendo, mais plutôt crescendo, continuer à être à la hauteur au Proche-Orient, en Afrique ou ailleurs, il nous faut pouvoir disposer des moyens nécessaires. Merci. La parole à présent. J'ajoute, si vous me permettez, le Président, que nous devons aussi pouvoir rendre des comptes sur les engagements qui sont pris dans ces conférences internationales, celles que nous accueillons ou celles auxquelles nous participons à l'étranger. Celle que nous avons organisée avec le Soudan nous a fait franchir une étape qui me semble importante en matière de redevabilité et de traçabilité. Et donc, s'agissant des sommes levées au Soudan, on a mis en place un mécanisme de suivi du décaissement, en quelque sorte, des sommes engagées ou promises par les pays concernés. Et on se tient désormais à cette discipline, s'agissant en tout cas des conférences qu'on organise pour s'assurer que ce ne soit pas uniquement des paroles, mais que ça soit bien suivi des faits. Merci, Monsieur le Ministre. Merci pour la concision de votre question également. C'est un merci collectif. La parole à Monsieur Michel Barnier. Merci, Monsieur le Président, et bienvenue naturellement au ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Je suis assez impressionné, comme nouveau membre de cette commission, par... je ne sais pas s'il est impressionné ou frustré la manière dont le président et le ministre font le tour du monde comme ça en quelques minutes. J'hésite entre la frustration et l'admiration. Je ne sais pas. Alors je vais essayer de concentrer mon propos sur quelques points. Vous allez y contribuer, Monsieur le Président. Oui, je dis ça avec beaucoup d'humilité d'ailleurs. Donc naturellement, notre groupe, comme tous les groupes ici, est extrêmement... reconnaissant au ministre, au président de la République et pour les efforts qu'ils ont faits. Je voudrais associer à ces remerciements tous les agents des services français qui ont agi comme toujours avec discrétion et avec professionnalisme. Sur ce point, la suite de cette prochaine libération totale, j'espère, je voudrais juste vous demander votre appréciation personnelle sur est-ce que cette libération, première étape, dans votre esprit, signifie une évolution du régime de Téhéran vers davantage d'ouverture, un changement de position sur certains sujets où ça correspond à benchmarking ou à des échanges. Est-ce que votre appréciation personnelle m'intéresserait de savoir ce que vous ressentez de l'état d'esprit à Téhéran. Même l'appréciation personnelle que je souhaiterais avoir d'autre part, Monsieur le Ministre, sur l'état d'esprit de M. Netanyahou, quelques semaines après tout début de la mise en œuvre du plan de paix auquel la France a contribué avec la conférence de New York, j'avais moins qualifié ce plan de paix de fragile dans une question d'actualité. Est-ce que vous avez une indication sur l'état d'esprit du Premier ministre israélien, sur ce qu'il veut vraiment changer, ce qu'il a compris voilà. Sur le Sahel, nous observons depuis quelques années un recul généralisé de la France. Est-ce qu'il vous paraît réaliste, Monsieur le Ministre, d'imaginer d'intéresser nos partenaires européens au maintien de la stabilité, de la paix dans cette région, puisque tout ce qui s'y passe nous concerne directement ou indirectement? Voilà. Je voudrais... Merci. Non, je n'ai pas terminé. Si j'ai encore 20 secondes. 20 minutes. Non, pas 20 minutes. Je voudrais juste demander au ministre des Affaires étrangères, on a été nombreux à exprimer notre inquiétude au moment de la réforme de la haute fonction publique qui a touché le métier ou la mission d'ambassadeur ou de diplomate, savoir si vous avez l'occasion de faire une évaluation de cette réforme qui nous a inquiétés, qui continue de nous inquiéter sur le degré de professionnalisation des diplomates dont on a besoin pour faire face à toutes ces crises aux côtés des ministres. Merci beaucoup pour ces différents sujets. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, d'abord, merci pour les mots que vous avez eus à l'égard des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il n'y a pas que les ambassadeurs, même si les ambassadeurs ont beaucoup de mérite, qui sont impliqués dans ces opérations contribuant à la sécurité ou à la libération de nos compatriotes
à l'étranger. Beaucoup de compétences sont mobilisées et vous voyez aujourd'hui c'est une équipe de renfort comportant notamment un médecin du centre de crise qui a été dépêché sur place puisque le centre de crise et de soutien, pendant toute la phase de détention, est au contact des familles et bon, ça suppose quelques compétences particulières pour accompagner une famille dont un proche est détenu arbitraire ou otage à l'étranger. Et puis ensuite, au moment de la libération, il y a évidemment des protocoles d'accueil des personnes qui rentrent de captivité et qui ont besoin d'un véritable accompagnement. Je vous disais tout à l'heure ma joie d'avoir perçu une forme de soulagement chez nos deux compatriotes lorsque je me suis entretenu avec eux ce matin. Mais lorsque j'ai accueilli d'autres personnes de retour de captivité, j'ai trouvé un moral beaucoup plus bas, très miné, avec le souhait d'avoir tout de suite un accompagnement d'ordre médical pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est aussi tous ces métiers qui font la diversité du carrossé. Et donc j'en viens à la réponse à votre dernière question. Dans leur immense majorité, celles et ceux qui avaient le choix ont fait le choix de rentrer dans le nouveau corps, le corps des administrateurs de l'État. Et la réforme nous a permis, ou en tout cas nous avons accompagné la réforme d'un certain nombre de mesures internes pour valoriser les métiers du ministère. Je pense en particulier à cette académie diplomatique et consulaire que nous avons consolidée et qui disposera prochainement de ses propres locaux. Parce qu'au fond, ce qui a été peut-être perçu lors de cette réforme par le corps diplomatique, c'est l'idée qu'on puisse considérer que la diplomatie ou que le consulaire n'était pas un métier à part entière. Or, les métiers de la diplomatie, les métiers du consulaire sont des métiers à part entière qui supposent d'avoir acquis une forme d'expérience et un certain nombre de compétences. Et donc nous veillons à ce que cette académie diplomatique et consulaire elle puisse accompagner les agents tout au long de leur carrière. M'interroger sur l'état d'esprit à Téhéran. Je ne crois pas qu'il faille lire dans cette décision d'hier une évolution particulière dans la mesure où nous avons depuis le début de l'année déjà obtenu des libérations sans qu'on sache toujours, il y a une part d'arbitraire, les raisons qui ont pu conduire les autorités iraniennes à consentir à ces gestes, ou en tout cas à ces décisions de libération. Ce que nous constatons, c'est qu'après la réapplication des sanctions de l'ONU à notre initiative, celle de l'Allemagne et du Royaume-Uni, nous n'avons pas perçu de course, ou en tout cas de la part de l'Iran, de volonté de sortir du traité de non-prolifération, ce que certains craignaient, et ce qui était brandi comme une menace avant que nous prenions cette décision-là. Ceci étant dit, la question du nucléaire iranien n'est pas traitée, et les menaces qu'il représente pour la région, pour Israël, mais aussi pour nous, doivent pouvoir être encadrées strictement par une négociation dont nous souhaitons qu'elle puisse s'engager. Et nous avons marqué notre disposition à le faire. Jusqu'à présent, sur ce dossier-là, la main n'a pas été tendue. La main tendue n'a pas été prise, plus après l'application des sanctions ou qu'avant. Sur l'état d'esprit du Premier ministre israélien, il faut relever que le plan de paix des États-Unis, présenté le 29 septembre, a été ratifié par Israël. Et bon, il ne m'appartient pas de juger les intentions de ce gouvernement, mais les actes. À ce stade, ce que l'on peut constater, c'est que malgré quelques violations, le cessez-le-feu tient. Et l'aide humanitaire entre à Gaza, quoiqu'en quantité insuffisante. Et donc, nous allons mesurer l'état d'esprit et les intentions du gouvernement israélien aux actes qui vont suivre, puisque, vous l'avez vu, après la signature du traité de paix, si l'on peut dire, ou plutôt du plan de paix à Sharm el-Sheikh, il y a quelques jours, beaucoup craignaient que les États-Unis n'aillent pas jusqu'au bout de l'effort et que peut-être le cessez-le-feu soit brutalement interrompu. Ça n'est pas tout à fait ce qu'on a vu, puisque au contraire, les autorités américaines se sont succédées en Israël pour témoigner de la volonté politique de l'administration américaine de voir
la mise en œuvre du plan de paix progresser sur le terrain. Mais c'est un sujet complexe, c'est une situation complexe, et donc il faudra juger chacun sur ses actes. Au Sahel, vous avez raison, c'est sans doute avec nos partenaires européens qu'il nous faut travailler pour nous projeter dans une relation avec ces pays à l'avenir. Je veux signaler que nous avons appelé leur soutien et leur appui dans le cadre d'une situation qui est inacceptable, puisque depuis le mois d'août, l'un de nos compatriotes sous statut diplomatique est détenu arbitrairement par les autorités maliennes, ce qui constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et évidemment, à ce stade, ne nous permet pas d'envisager une évolution positive de nos relations. Nous avons appelé nos partenaires européens à plaider, eux aussi, pour la libération de notre compatriote, en exigeant des autorités maliennes qu'elles se conforment au droit international et à leurs obligations au titre de la Convention de Vienne. Merci. Il nous reste 6 orateurs inscrits et ensuite un grand nombre d'autres parlementaires qui prendront la parole. Pour les écologistes et sociales, je donne la parole à Mme Sabrina Sepahi, et puis ensuite Mme Maud Petit et M. Bertrand Bouix. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je veux tout d'abord m'associer à la joie de la première étape de la libération de nos compatriotes, Jacques Paris et Cécile Collère. C'est un réel soulagement après leurs interminables journées en prison. Je tiens bien évidemment à saluer le travail de notre diplomatie dans son ensemble, mais aussi à saluer la dignité de leurs familles et de leur soutien tout au long du calvaire qu'ils ont vécu. Monsieur le ministre, le Front international, lui, nous dresse de sombres perspectives. Au moment où plusieurs pays s'enfoncent dans la famine et les crises humanitaires, je pense notamment au Soudan, la France fait le choix de baisser drastiquement le budget de l'aide publique au développement. 4e baisse la plus conséquente en volume de toutes les missions du budget 2026. Comment justifier une telle décision alors que l'ensemble des ONG et de nos partenaires humanitaires tirent la sonnette d'alarme et que les financements s'effondrent sur le terrain? Pendant ce temps, en Israël, la résolution de la Knesset entérinant l'annexion de la Cisjordanie reste un défi majeur pour le droit international. Allons-nous encore simplement constater avec regret ou allons-nous enfin agir pour des sanctions à l'égard du gouvernement de Netanyahou? Accaparement et domination sont les deux faces d'une même guerre dans les nouveaux rapports mondiaux, celle de l'extractivisme global. Car derrière les conflits au Soudan ou en RDC ou ailleurs, il y a une même logique, celle de la convoitise des ressources où les puissances, particulièrement occidentales, continuent d'alimenter un modèle de développement fondé sur la prédation. La France, engagée dans la transition écologique, ne peut prétendre défendre un modèle soutenable tout en restant associée à des projets miniers ou pétroliers qui détruisent les écosystèmes, exploitent les populations et consolident des régimes violents ou corrompus. Monsieur le ministre, ma 3e question est donc la suivante. Comment la France peut-elle défendre la transition écologique tout en fermant les yeux sur l'origine des métaux, des énergies et des profits qui la financent? Il faut en finir avec la diplomatie du commentaire, celle des indignations sélectives, et renouer avec une diplomatie de la cohérence et du droit international. Ainsi, le 12 octobre dernier, le président malgache André Rajoelina a quitté le territoire à bord d'un avion militaire français. Et quelques jours plus tard, votre ministère a affirmé soutenir les aspirations profondes du peuple malgache à une vie plus juste et plus digne. La France entend-elle faire toute la lumière sur son rôle de ces dernières années à Madagascar, y compris sur les conditions de l'exploitation du président et sur le financement de projets contestés tels que le téléphérique d'Antananarivo, et ouvrir la voie à une relation bilatérale fondée sur la transparence et le respect des peuples. Je vous remercie. Merci pour vos différentes questions. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je vais essayer d'être bref. Sur la première question qui est l'aide publique au développement, la réponse est que oui, nous atteignons ou nous revenons à des niveaux qui sont inférieurs au niveau qui me semble être nécessaire pour mener à bien défendre notre action internationale et défendre les intérêts de la France et des Français. On a eu, lors de ma dernière audition sur les questions budgétaires, une discussion sur la loi de programmation, la loi de 2021, un débat sur sa mise en œuvre, ce que nous avions réussi, ce que nous n'avions pas réussi. Peut-être je le ferai avant la fin de l'audition pour pouvoir répondre à vos questions dans un temps contraint, mais j'aimerais revenir sur ce sujet un peu plus tard. Sur les relations économiques
avec les pays disposant de ressources. Je veux dire, j'entends vos propos et on peut toujours mieux faire. Et d'ailleurs, c'est ce que vous suggérez est exactement l'intuition, la philosophie du pacte pour la prospérité, les peuples et la planète, le 4P, qui a été conçu en 2023 au Forum de Paris sur la paix et qui veut résoudre, ou en tout cas qui veut supprimer le dilemme que certains pays peuvent avoir entre lutter contre le dérèglement climatique et lutter contre la pauvreté, pour que les deux puissent aller de pair en responsabilisant les pays les plus avancés, mais aussi les grandes puissances émergentes. Mais quand vous dites qu'on a des comportements prédateurs, que la France a des comportements prédateurs en Afrique, alors qu'on a une attitude vis-à-vis de nos partenaires beaucoup plus respectueuse de leur souveraineté que nos grands rivaux, il ne faut pas s'étonner que nos grands rivaux disent partout en Afrique que la France est une puissance prédatrice et coloniale, alors qu'en réalité, ce sont d'autres que nous qui adoptent des postures prédatrices et coloniales. S'agissant enfin de Madagascar, je disais tout à l'heure, la transition se poursuit. La France en a pris acte en étant représentée lors de la prestation de serment du président de la refondation par notre ambassadeur à Tananarive. Nos échanges se poursuivront. On aura l'occasion de proposer de nouveaux projets aux autorités de la transition dans une logique d'intérêt mutuel et en lien avec nos partenaires internationaux. Vous évoquez l'ancien président, il a quitté le territoire, une transition engagée. La France se tient disponible pour faciliter la sortie de crise dans le respect des aspirations du peuple malgache et de l'état de droit et des libertés fondamentales. Et puis enfin, pour la suite de la transition, nous prenons à note des engagements des autorités quant à l'organisation d'un référendum et d'élections. Nous continuons d'appeler à la tenue d'élections libres et transparentes et à la prise en compte des aspirations légitimes et démocratiques exprimées notamment par la jeunesse malgache ces dernières semaines avec beaucoup de force. Le texte que la Knesset a en fait rejeté, il n'y a pas eu d'adoption par la Knesset dans la mesure où en réalité le plus grand parti de la minorité, c'est-à-dire le Likoud, n'a pas soutenu cette mesure. Par ailleurs, les autorités américaines, le président ainsi que le vice-président ont exprimé très clairement que l'annexion de la Cisjordanie était inacceptable pour les États-Unis. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui a permis au... Mais ça l'est évidemment. Ça l'est évidemment pour nous, mais le jour du débat à la Knesset sur ce texte, qui en fait a été repoussé ou qui va l'être faute d'accord avec le plus grand parti de la minorité, le vice-président américain était présent sur place et a fait part de son mécontentement et a protesté en considérant ou en dénonçant ce vote ou cette tentative de vote comme une insulte qu'il prenait personnellement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis, dont chacun sait ici qu'ils disposent d'un certain nombre de leviers d'influence sur le gouvernement israélien, ont dit avec force que l'annexion de la Cisjordanie n'était pas une option. Merci. La parole à présent pour les démocrates, Madame Maudepetit. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Forcément, je passe en 7e position, donc vous avez déjà répondu en tout cas partiellement à quelques-unes des interventions que je voulais vous faire. Je vais quand même poser mes questions, peut-être que vous pourrez compléter un peu. Le premier point, 3 points d'actualité. Le premier concerne bien évidemment la situation dramatique au Soudan. Le 26 octobre dernier, les milices paramilitaires des forces de soutien rapide FSR ont annoncé avoir pris le contrôle d'El Fasher, la dernière grande ville du Darfour qui échappait encore à leur contrôle. Cette prise marque une étape décisive dans la guerre civile qui oppose les forces armées soudanaises à celles des FSR et qui déchire cruellement le Soudan depuis maintenant 2023. Depuis, cette lutte pour le pouvoir a plongé le pays dans le chaos. Plus de 150 000 personnes ont été tuées, massacrées, exécutées. Plus de 13 millions de Soudanais ont été déplacés et la moitié de la population souffrirait de famine. Pourtant, c'est un bilan provisoire
dérisoire en fait, puisque l'horreur qui se déroule dans ce pays semble n'avoir aucune limite. Les ONG alertent sur le risque de génocide à grande échelle au Darfour. L'ONU qualifie cette tragédie de pire crise sanitaire au monde, surpassant celle de Gaza ou du Yémen. Tout ceci se déroule dans une quasi-indifférence, même si on en parle un petit peu ces jours-ci. Malgré l'ampleur de cette crise, la guerre au Soudan passe sous les radars de la communauté internationale et des médias depuis 2 ans et demi maintenant, éclipsée par des conflits qui sont beaucoup plus médiatisés. La France et l'Union européenne ont condamné les exactions commises par les deux camps. Mais cela paraît bien dérisoire par rapport à l'ampleur du drame. Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment notre pays s'implique pour trouver des solutions politiques et humanitaires au Soudan? Mon deuxième point, je reviens bien évidemment sur la journée d'hier qui a été marquée par l'annonce de la libération de Cécile Collaert et Jacques Paris. Un immense soulagement pour eux, pour leurs familles et leurs proches, pour la France tout entière. Et à travers vous, Monsieur le Ministre, c'est l'ensemble de la diplomatie française que je veux saluer. Il reste cependant 2 de nos compatriotes qui sont toujours incarcérés de façon arbitraire en Algérie. Je parle de Boualem Sansal, malade, âgé, qui est détenu, si mes calculs sont exacts, depuis bientôt presque 1 an. Et Christophe Glaise, avez-vous des nouvelles à nous donner les concernant? Est-ce qu'une issue positive à court terme peut être envisagée? Puis dernier point, rapidement, sur le Sahara occidental, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté vendredi dernier une résolution parrainée par les États-Unis, soutenue par la France, qui valide le plan d'autonomie de Rabat sur le territoire. Juste une question, savoir quelles sont les conséquences de ce vote localement. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci. 3 grands sujets. Le Soudan peut-être été bien traité dans de questions. J'irai plus rapidement, Monsieur le Président, Madame la députée, sur le Soudan pour réévoquer ces conférences humanitaires que nous avons organisées ou co-organisées chaque année. Le 15 avril, date du triste anniversaire du début de la guerre. Puis, et sur le plan politique, l'échec lors de la conférence qui s'est tenue à Londres cette année de la tentative d'avoir une déclaration commune, c'est-à-dire de s'entendre sur la définition de ce qui est en train de se passer entre pays, notamment pays de la région, et obstacle qui a été surmonté. Mais désormais qu'on a un accord en tout cas sur la définition des principes entre les pays de la région, mais maintenant il faut que les 2 parties, les 2 belligérants acceptent de cesser le feu et puis acceptent aussi les compromis nécessaires pour éviter ce qui pourrait sinon être la partition, la division en 2 du pays. S'agissant de nos 2 compatriotes, Boualem Sansal et Christophe Glaise, nous appelons les autorités algériennes à trouver une issue rapide, humanitaire et digne à leur situation compte tenu de l'état de santé de Boualem Sansal et compte tenu des motifs qui ont été évoqués pour la condamnation très lourde dont Christophe Glaise a fait l'objet. C'est le message que nous avons passé à plusieurs reprises aux autorités algériennes, y compris grâce à nos partenaires européens et internationaux. Sur le plan plus personnel, ce que je peux vous dire, c'est que leurs familles ont pu ces dernières semaines leur rendre visite, à l'un comme à l'autre. Bien qu'ils soient privés de liberté, en situation de détention, leurs familles ont fait état d'une forme de stabilité plutôt que de dégradation de leur état, ce qui est évidemment une forme de réconfort pour nous, mais qui ne doit pas nous amener à relâcher nos efforts pour obtenir leur libération inconditionnelle et immédiate. Quant au Sahara occidental, une résolution a été adoptée vendredi dernier. C'était vendredi dernier ou vendredi il y a 2 semaines, vendredi dernier, qui en quelque sorte renouvelle le mandat de la force des Nations Unies, MINURSO, chargé de la mise en œuvre des résolutions précédentes du Conseil de sécurité, et qui cette année appelle le Maroc à présenter et négocier son plan d'autonomie
de façon à cheminer vers un règlement négocié du conflit dans la région. Merci. La parole à M. Bertrand Bouix pour Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe Horizon et Indépendants, de saluer l'action déterminante du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que celle de nos services diplomatiques et de renseignement, qui a permis la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris. Après plus de 3 ans de détention en Iran, dans des conditions particulièrement dures, leur sortie de prison constitue un immense soulagement pour leurs familles et pour l'ensemble de nos concitoyens. Nous savons que cette issue est le fruit d'un travail de l'ombre, conduit avec constance et sang-froid, et nous tenions à vous en remercier publiquement. Cet épisode heureux, par ailleurs, intervient au moment où nous célébrons le 75e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, texte du 4 novembre 1950, texte fondateur dont la France fut l'un des premiers signataires et qui demeure au cœur de notre identité diplomatique grâce au Conseil de l'Europe. À travers cette convention, notre continent a affirmé la primauté du droit, la dignité de la personne et la liberté individuelle face à l'arbitraire. Ces principes prennent aujourd'hui une résonance particulière dans un monde traversé par tant de tensions et de violations, non seulement du droit international, mais surtout et principalement de l'état de droit et des droits de l'homme. Justement, à l'est de notre continent, l'agression russe contre l'Ukraine continue de frapper les civils, notamment par des frappes massives contre les infrastructures énergétiques et les zones habitées. Une proposition émergée du débat public, portée notamment par notre éminent collègue Frédéric Petit et de nombreux députés au niveau européen pour la création d'une zone de protection aérienne intégrée en Ukraine. Ce dispositif pourrait jouer un rôle déterminant dans la protection de son espace aérien face aux missiles et aux drones russes. Ma question est donc la suivante. Le groupe Horizon et Indépendants souhaite connaître la position de la France à l'égard de cette initiative et dans quelle mesure notre pays envisage-t-il de s'y associer ou de compléter par d'autres dispositifs, notamment dans le cadre du soutien militaire et diplomatique que nous apportons à l'Ukraine pour assurer la défense de son ciel et de sa population. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, merci de votre question qui permet de souligner la gravité des frappes incessantes de la Russie sur les infrastructures civiles ukrainiennes, les zones résidentielles et la nécessité de protéger le ciel ukrainien. La France condamne vivement ces frappes qui chaque jour ciblent de manière non discriminée, de manière délibérée, aussi bien des militaires que des civils. Et de ce point de vue-là, je voudrais condamner la frappe qui, plus spécifiquement le 3 octobre dernier, porté par un drone russe, a tué Anthony Lalican, journaliste français, qui portait un gilet marqué des lettres presse dans l'exercice de sa profession à l'est de l'Ukraine. J'ai reçu ce jour sa compagne, à qui j'ai exprimé tout notre soutien et à qui j'ai redit la condamnation par la France des frappes en général et plus particulièrement de celles qui, dans le courant de la guerre, ont ciblé particulièrement des journalistes dans l'exercice de leur mission. Pour revenir à la question particulière que vous avez posée, avec nos partenaires de la coalition des volontaires, nous sommes déterminés à continuer d'apporter dans la durée un soutien sans faille à l'armée ukrainienne. Ce soutien allie la formation, les cessions de matériel ou encore leur maintien en conditions opérationnelles afin de renforcer les capacités des forces armées de Kiev sur le long terme, car une armée ukrainienne forte est la première des garanties de sécurité de l'Ukraine. Je le disais, le président de la République a annoncé il y a quelques jours, le 24 octobre, de nouvelles livraisons à l'Ukraine de missiles Aster et de chasseurs Mirage qui concourront à la défense antiaérienne du pays. Et je veux saluer moi aussi l'initiative qui est portée par Frédéric Petit, qui a rassemblé un grand nombre de soutiens, une pétition qui a recueilli plusieurs dizaines de milliers de signatures, dont des responsables politiques français,
qui a donné lieu à un événement qui s'est tenu ce lundi à la salle Gaveau, autour d'un projet qui est celui de la protection de l'ouest de l'Ukraine, qui est une idée que le président Zelensky a appelé ses partenaires européens à s'approprier et auquel les travaux menés par Frédéric Petit et toutes celles et ceux qui contribuent à cette initiative vont apporter un éclairage particulier. Et c'est à ce stade la réponse que je peux vous faire. Nous avons regardé avec beaucoup d'attention les travaux qui ont été menés par cette initiative SkyShield. Merci. Il nous reste à entendre M. Laurent Mazory pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, et puis M. Jean-Paul Lecoq et M. Lionel Vuibert. Merci Monsieur le Président. Évidemment, je joins ma voix à toutes les félicitations qui ont été adressées à la fois à notre ministre, mais également à l'ensemble du personnel diplomatique qui a permis la libération, pour l'instant sur le territoire encore iranien, de nos compatriotes. Deux questions, Monsieur le ministre. Nous le savons, l'unification de Taïwan à la Chine est l'un des grands projets de Xi Jinping. La menace est continue. La Chine accroît toujours sa pression militaire. De plus, nous ne savons pas comment appréhender le soutien américain à Taïwan, qui, le moins qu'on puisse dire, est à géométrie variable. Suite à la rencontre entre les présidents chinois et américains, le soutien de ce dernier en cas d'invasion de l'île n'a, et ce n'est peu de le dire, pas été clairement réaffirmé. Dans le même temps, la livraison de 66 avions de chasse F-16 américains a plusieurs fois été reportée et ne devrait commencer qu'en 2027 au lieu de 2024. Pourtant, dans ce contexte particulièrement incertain, Taïwan a toujours besoin de soutien et surtout de moderniser son armée. Il est donc à nos yeux nécessaire que la France soutienne pleinement Taïwan. Première question, Monsieur le ministre, selon vous, peut-on davantage entretenir nos relations de coopération avec Taïwan ? Si la Chine continue de mener une guerre d'influence autour d'elle, elle le fait également au niveau mondial et elle n'est pas seule. Il est donc nécessaire que la France puisse continuer à mener ses missions dans le monde. Le budget alloué à votre ministère, avec les nombreuses restrictions qui vont avec pour 2026, ne pourra pas permettre de rivaliser avec les politiques ambitieuses et extrêmement financées d'autres pays. Vous y avez d'ailleurs à nouveau fait référence tout à l'heure. Nous le voyons par ailleurs au Groenland, où Donald Trump a mis une pression accrue dès le début de son deuxième mandat et où la France a annoncé ouvrir à juste titre un consulat. Néanmoins, il semble qu'il soit même difficile parfois de trouver le budget nécessaire, ne serait-ce que pour financer un ETP. Vous avez donc ici renouvelé à travers nos propos, à nouveau, notre soutien pour une meilleure prise en compte budgétaire de notre diplomatie, essentielle, on vient de le voir, pour tous les Français. Dans ce contexte, comment votre ministère pourra-t-il défendre nos valeurs, nos concitoyens et nos intérêts dans le monde avec ce PLF 2026, alors qu'on le voit, elles sont tous les jours bafouées et agressées? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, à votre deuxième question, la réponse est simple. Il faut tout faire, à minima, pour ne pas dégrader la copie plus encore. Comme on a eu l'occasion d'en discuter lors de la toute précédente audition consacrée au projet de loi de finances 2026, sur les 5,9 milliards d'euros en loi de finances initiale 2025, nous en rendons 434 millions pour aboutir au crédit prévu au projet de loi de finances 2026, ce qui a demandé ou sollicité des efforts importants de notre part. J'entends ça et là des intentions d'aller solliciter plus d'économies encore. Il va de soi que des projets tels que ceux que vous avez cités, par exemple un consulat au Groenland qui ne représente pas une somme très significative, mais qui a une vocation d'influence majeure, nous devrions alors y renoncer, ainsi qu'à d'autres projets qui touchent à la sécurité de nos compatriotes. Donc je dirais priorité des priorités, ne pas dégrader la copie. S'agissant ensuite de Taïwan, la France s'en tient à sa politique constante d'une seule Chine et n'a pas de relation diplomatique avec Taïwan. La France est opposée à toute modification unilatérale du statu quo dans le détroit de Taïwan par l'usage de la force ou de la coercition. Et ceci est compatible avec le développement d'un dialogue régulier et de coopération riche et diversifiée avec l'île, coopération dans des secteurs clés,
énergie, batterie, semi-conducteurs, intelligence artificielle, s'inscrivent dans notre stratégie de réindustrialisation au service de notre compétitivité et de notre souveraineté. C'est par exemple le cas du projet d'investissement de 250 millions d'euros entre Thales, Foxconn et Radial dans le domaine des semi-conducteurs qui a été annoncé lors du dernier sommet Choose France. Ça vous va, monsieur le député? Très bien, merci. Je passe la parole à présent à monsieur Jean-Paul Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine. Je vous donne le micro. C'est à vous de prendre Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous avez été interrogé plusieurs fois dans la journée sur la question du Soudan. Dans bien des questions, il y avait sous-jacente le fait que des pays alliés aux forces de soutien rapide sont des clients de la France en termes d'armement. Et donc je vais être très précis sur la question. Est-ce que des armes françaises ont contribué à assassiner des Soudanais dans le cadre de Khartoum? Et si c'est le cas, et ça peut être le cas, et on ne responsabilisera pas forcément la France qui a vendu des armes à leurs alliés, est-ce qu'il est envisagé d'interpeller sur l'usage de ces armes, etc., puisque ça met la France en situation de complicité de crimes contre l'humanité tel que le prévoit le droit international. Deuxième question concernant ce que moi je qualifie de coup d'État civil en Côte d'Ivoire. Vous avez annoncé que la France reconnaissait le résultat des élections. Quand vous reconnaissez le résultat des élections, est-ce que vous considérez que l'ensemble du processus, puisque c'est le principe de reconnaissance d'un résultat, était démocratique? Est-ce que vous reconnaissez que le changement de constitution, puis la façon de déposer les candidatures, puis la façon de faire campagne électorale, enfin tout le dispositif que tous les observateurs internationaux sont chargés de surveiller pour valider une élection libre et impartiale, est-ce que vous considérez que vous avez tout analysé et c'est ce qui fait que vous reconnaissez l'élection de Ouattara, ou est-ce que c'est par, entre guillemets, amitié avec l'ancien président devenu le nouveau président contesté de Côte d'Ivoire que la France a prise ces positions-là? Évidemment, j'ai, par votre regard, été interpellé sur la question du Sahara occidental. Ma question, elle est simple. Moi, j'ai beaucoup étudié la résolution. Cette résolution, elle prévoit que l'on pose sur la table le plan de paix marocain. La France a toujours eu une position de respect du droit international. Le droit international en matière de colonisation et de décolonisation prévoit l'autodétermination du peuple sahraoui et pas des habitants du Sahara occidental. Est-ce que ça reste la position de la France? Et est-ce que vous porterez ce processus onusien jusqu'au bout, puisqu'il y a aussi un plan de paix qui a été signé sous l'égide de l'ONU, et donc à ce plan de paix s'ajoute la proposition d'autonomie marocaine, mais dans le cadre des résolutions des Nations Unies, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci, monsieur le Président, pour les quelques secondes supplémentaires que vous m'avez données. Merci, monsieur Lecoq, pour l'intérêt de vos questions. Merci, monsieur le Président. Sur le Sahara occidental, on a toujours dit qu'il s'agirait d'un processus onusien. Et on a participé à la négociation du texte que j'ai sous les yeux et que vous avez consulté, et qui dit les choses suivantes. Le Conseil de sécurité appuie les efforts que font le secrétaire général et son envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d'autonomie proposé par le Maroc, parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, conformément à la charte, et attend avec intérêt de recevoir les propositions constructives que lui feront les parties au regard du plan d'autonomie. Et puis demande aux parties de participer aux discussions sans conditions préalables, et sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, considère qu'une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalistes et encourage les parties à faire part de leurs idées à l'appui d'une solution définitive mutuellement acceptable. Je crois qu'on a trouvé un bon équilibre pour que les négociations qui vont s'engager sur la base du texte ou du plan d'autonomie marocain, que le Maroc va présenter désormais, s'engagent sur de bonnes bases. S'agissant du Soudan, la France respecte scrupuleusement l'embargo sur les ventes d'armes de l'Union européenne et des Nations unies, et nous ne délivrons aucune licence d'exportation vers le Soudan. Et puis s'agissant de la Côte d'Ivoire,
S'agissant de la Côte d'Ivoire, je vous ai rappelé notre principe. Le principe, c'est aucune ingérence, aucune indifférence. Merci. Dernier intervenant, ou speaker ou orateur pour les non-inscrits, M. Lionel Vuibert, et puis après il y aura d'autres interventions possibles. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une question à caractère plus économique en ce qui me concerne. Nos entreprises industrielles participent activement à la réindustrialisation et donc on y trouve bien sûr des savoir-faire très variés et ces PME et ces ETI exportent une part importante de leur production, ou en tout cas elles cherchent à le faire, mais elles n'ont pas toujours les moyens d'accéder à de nouveaux marchés, ni de bénéficier pleinement de l'accompagnement public à l'export. La diplomatie économique est pourtant un levier essentiel pour leur ouvrir des débouchés, attirer des partenaires et renforcer leur visibilité à l'international. Sur le terrain, les chefs d'entreprise expriment souvent le besoin d'une coordination plus étroite entre Business France, les chambres consulaires, les collectivités régionales et le réseau diplomatique français afin d'avoir un accompagnement plus lisible et plus réactif. Pouvez-vous nous dire comment le Quai d'Orsay compte renforcer cette coordination pour que la diplomatie économique contribue pleinement à la compétitivité, à l'emploi et à la vitalité économique de nos territoires? C'est aussi bien évidemment une question de souveraineté essentielle pour le pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Absolument. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député. On n'est pas devenu le premier pays, le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers par hasard. C'est une mobilisation collective à laquelle le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, au travers de sa direction de la diplomatie économique et de son opérateur, l'opérateur dont il a la tutelle partagée Business France, a pris toute sa part. Et comme je le disais tout à l'heure, la mission traditionnelle d'accompagnement du Quai d'Orsay, c'est accompagnement des entreprises, les ETI, les PME vers l'export, l'attraction des investisseurs étrangers en France pour qu'ils bâtissent des usines. Et on s'aperçoit d'ailleurs que cette politique a bénéficié en premier lieu aux territoires qui avaient été laminés par la désindustrialisation, puisque les 2 tiers, voire les 3 quarts des investissements industriels dont la France a bénéficié ces 7-8 dernières années ont ciblé les villes de moins de 20 000 habitants. Maintenant, le troisième élément dont il va falloir qu'on tienne compte, c'est la sécurité des approvisionnements pour un certain nombre de nos filières, puisque, je le disais, les restrictions d'exportation sur les terres rares, par exemple, ou sur les produits industriels comportant des terres rares, exposent une partie importante de l'industrie et des emplois français à des ruptures d'approvisionnement et donc à des ruptures de cycle et de production. Pour appréhender tous ces nouveaux défis dans un monde où les guerres commerciales se multiplient, nous avons, avec Nicolas Forissier, engagé un travail pour réformer la direction de la diplomatie économique, qui contribuera, lorsque ce travail sera achevé, j'en suis convaincu, à une coordination plus étroite, celle à laquelle vous appelez, entre Business France, un certain nombre d'acteurs de cette Team France Export, pour une plus grande efficacité au service de nos entreprises, de nos territoires et donc de nos concitoyens. Voilà pour les temps forts de cette audition de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui est longuement revenu sur la libération attendue depuis 1277 jours des 2 Français, Cécile Coller et Jacques Paris, qui étaient détenus en Iran dans des conditions inhumaine à la prison d'Evin. Il a aussi évoqué la situation tragique au Soudan et encore la menace russe qui pèse sur nous. C'est la fin de cet épisode. À très bientôt sur LCP.